Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Donc je passe les présentations, hein. Je crois que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà certainement vu une vidéo et que de fait, vous savez qui je suis. Bon, peu importe, de toute façon, c'est pas qui je suis qui est important, mais ce que je vais vous présenter. Alors, on est là pour essayer de voir, comme on avait prévu, le lien qu'il peut y avoir entre Covid et antihistaminique et histamine, lien qui pour nous est connu depuis de longue date, hein, depuis 30 mois, hein, février 2020, puisqu'on s'y est penché et on a essayé d'attirer l'attention sur cette relation entre le Covid, l'histamine et les antihistaminiques en thérapeutique en février 2020. Alors on va faire quelques avertissements d'usage dans cette présentation, puisque c'est une présentation qui a vocation à informer, mais qui peut donner lieu à certaines idées. Donc on est absolument contre l'automédication. Il est hors de question que ce qui est dit, compris, interprété ou je ne sais quoi de ce qui va être tiré de ces vidéos serve à l'automédication pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce n'est pas le but. La deuxième, c'est que tout diagnostic médical doit être établi correctement. Alors, peu importe, hein, nous sommes en 2022, les médecins français notamment sont extrêmement prévenants avec leurs patients dans le Covid et font tout pour les soigner, donc on n'aura aucune difficulté à trouver des médecins qui vont prendre en charge leurs patients et donc chacun pourra se référer à son médecin préféré. Ceci dit, petit rappel, aucun conflit d'intérêt, tant pour moi que mes collègues. Alors je précise, hein, les travaux dont on va parler, c'est les travaux qui ont été faits en commun avec les docteurs Gonnet-Kaji et Réseau France. Par contre, l'intervention actuelle, c'est une intervention qui me concerne moi, donc nul besoin d'aller leur chercher des poux dans la tête à elle, puisqu'il n'y a que moi qui fais cette vidéo. Le jour où elles interviendront, elles prendront leur part de responsabilité. Voilà. Donc aucun conflit d'intérêt, ni mes consoeurs pour ce qui est antérieur et de la participation qu'elles ont pu avoir dans l'étude qu'on va vous présenter, ni moi, puisque je n'ai pas de conflit d'intérêt. Pour ma part, je n'ai pas un conflit d'intérêt, mais j'ai peut-être une petite sensibilité, donc je le signale pour toute transparence, puisque j'ai été reviewer pour deux revues internationales qui sont Frontières en pharmacologie et puis le Journal international des maladies infectieuses. Donc peut-être que certaines publications dont on va parler me tiennent peut-être plus à cœur. J'ai peut-être une objectivité qui sera moindre de ce fait. Mais enfin, ce n'est pas un conflit d'intérêt, aucune rémunération pour cette action de reviewing. Donc voilà, pour les conflits d'intérêt. On reprend l'avertissement bien marqué par rapport à l'automédication, hein. On n'appelle nullement à l'automédication, on est même contre, et vous verrez pourquoi, puisque la stratégie thérapeutique impose un praticien qui est rompu à l'exercice, premièrement. Et puis deuxièmement, stratégie thérapeutique dans le Covid, hein, bien d'accord. Et puis deuxièmement, même si on va aborder des molécules et des médicaments qui vont être en accès libre, en vente libre, qui ne sont pas soumis à prescription. On rappellera, afin de calmer tout de suite notre fan club, que une pharmacie, c'est pas une supérette. Et que le pharmacien, il a une obligation qui est de donner un conseil pharmaceutique. Hein, c'est une obligation réglementaire et que donc toute personne qui achèterait un médicament fut-il en vente libre obtiendra obligatoirement un conseil pharmacologique et donc l'avis d'un professionnel de santé classé dans les professionnels médicaux. Et de ce fait, le pharmacien, avant de vous laisser sortir de la pharmacie, va s'assurer que vous n'avez pas de contre-indication, pas d'interaction médicamenteuse, pas d'allergie, pas tout ce que vous voulez par rapport à ce que vous devez acheter ou vous avez acheté dans la pharmacie. Voilà. Autre petit rappel qui concerne cette fois-ci la liberté d'expression des médecins, qui est beaucoup mis en cause ces temps, puisqu'on nous le reproche souvent. Je renverrai chacun, et notamment les aficionados des poursuites et autres, je les renverrai simplement à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit qu'en cas de problème de santé publique, hein, d'intérêt général, tout médecin peut s'exprimer, même si son propos rentre dans le cadre d'une opinion minoritaire.
Il a la totale liberté d'expression afin de pouvoir informer les gens. Donc c'est important de le rappeler. Et puis petit rappel succinct, puisqu'on nous cherche aussi un petit peu des fois des noises, sur la loi Jardé, hein, rapidement, la loi Jardé qui sur les études observationnelles le mentionne comme obligation éthique d'informer le patient. Voilà, de toute façon, ça ne nous concerne pas, cette loi Jardé et ces observations observationnelles, puisque nous, on a fait un travail de synthèse, un travail théorique sur papier, et que toute la partie en lien avec le patient, on le reverra, ça, a été fait par nos collègues. Alors, cette présentation, on va la déployer en plusieurs parties. Pourquoi plusieurs parties? Par simplicité de compréhension, et puis par rapport au poids au niveau de la vidéo, histoire de pouvoir alléger un peu ça. Donc le déroulement sera en 3 temps. Alors on va peut-être étonner un petit peu les auditeurs, les gens qui regardent, mais dans le Covid, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement officiel. C'est pas nouveau, hein. Depuis le début, on n'a pas de traitement, et 30 mois après, il n'y a toujours pas de traitement. Pourtant, vous avez tous entendu parler de certaines molécules, hein, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, la quercétine, les antihistaminiques. Alors, ce n'est pas des traitements officiels, ce sont des traitements qui sont usuels. Et nous, on s'est donc penché dès le départ sur l'intérêt des antihistaminiques, du traitement par antihistaminique, de la prise en charge par antihistaminique du Covid. Et on va vous expliquer, je vais vous expliquer pourquoi on a choisi et comment on en est venu à penser aux antihistaminiques et à l'histamine dans le Covid. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons un petit peu les retours justement terrain. Qu'est-ce que cette idée, cette hypothèse, mise en pratique par nos collègues, et puis plus tardivement par nous-mêmes, on verra pourquoi, a donné en termes qualitatifs et d'efficacité. Et puis on finira cette présentation dans un troisième temps, donc sur une troisième vidéo, par des données bibliographiques qui, ultérieurement à notre théorisation initiale, sont venues à l'appui un petit peu des connaissances, en rappelant ce qui était déjà connu, notamment sur les effets des antihistaminiques. Alors, voilà. Première partie donc, la répartition, le pourquoi des antihistaminiques. Alors pourquoi les antihistaminiques? Eh bien on verra, c'est en fonction de la répartition des cas qu'on a observés à l'époque. Alors pourquoi je dis à l'époque? Parce que tout ce qu'on va dire là, il va falloir le contextualiser. Alors je le précise parce que nombreux sont nos collègues qui sont incapables manifestement de le faire, qui n'ont pas pu le faire. C'est-à-dire qu'il faut se remettre dans le contexte qui est celui de janvier-février 2020. Bon, il y a certains médecins qui n'y arrivent pas. En janvier-février 2020, premièrement, les connaissances sur le SARS-CoV-2 et sur le Covid, et vous voyez bien que je fais la part je distingue le SARS-CoV-2 et le Covid, parce que ce sont deux entités différentes. Voilà, je l'apprends peut-être à certains, mais SARS-CoV-2 et Covid, c'est différent. Les connaissances qu'on en avait n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et il va falloir prendre tout ce je vais vous présenter là, dans ce contexte de SARS-CoV-2 en février 2020, de Covid en février 2020. Voilà. Et puis de la même manière, les moyens techniques qui étaient à notre disposition, notamment en termes de diagnostic, n'étaient pas les mêmes. Hein. Par exemple, on n'avait pas les tests antigéniques, ils n'étaient pas disponibles en février-mars 2020, ni en janvier d'ailleurs. Et on n'avait que les RT-PCR, donc la PCR qui était difficilement accessible. Sur le plan thérapeutique, les moyens de prise en charge des patients n'étaient pas tout à fait ceux qu'on a maintenant. Je ne parle pas de traitement du Covid, je parle de prise en charge globale du patient, puisque en janvier et février 2020, la prise en charge du patient, c'était quand même pas ça. Hein. C'est-à-dire que tous les apports qu'on a pu avoir au niveau de la prise en charge sur l'oxygénothérapie assez précoce, sur l'anticoagulation un peu systématique, tout ça c'est venu après, et grâce notamment à l'intervention des équipes marseillaises. Voilà, donc une contextualisation, janvier-février 2020, c'est de là que tout ce qu'on va vous parler ici doit se contextualiser. Alors,
Pourquoi les antihistaminiques? Eh bien, en raison, comme je vous l'ai un peu dit, d'une répartition étonnante des cas de Covid. Alors à l'époque, janvier-février 2020, les cas de Covid, ils sont répartis, enfin les données qu'on a sont des données essentiellement chinoises. On n'a pas de cas quasiment en Europe. Je crois que le premier cas français de mémoire, c'est le 24 janvier, il me semble, 2020. Donc on n'a pas de quoi faire des études épidémiologiques en fonction de la répartition. Par contre, on a des données chinoises qui commencent à être un peu nombreuses et qui sont accessibles. Alors, je fais un peu la moue, parce qu'effectivement, on va nous dire, oui, mais les données chinoises, elles ne sont pas fiables. Bon, les données chinoises, elles ne sont pas fiables, d'accord. Bon, on va quand même les considérer comme fiables. C'est les premiers qui ont été confrontés au virus. On avait des données chinoises. Elles nous montraient une répartition en classe d'âge qui était particulièrement, pour nous, étonnante. Et pourquoi? Parce que, comme on le voit là, la répartition de la maladie Covid, c'était essentiellement des sujets les 20-79 ans. C'est ce groupe d'âge, qui représente grosso modo 95% des patients atteints, qui était principalement touchés du Covid. Et ça, c'est un peu étonnant. Alors pourquoi c'est étonnant? Parce que les classes d'âge les plus fragiles, qui sont les populations pédiatrique et gériatrique. Il n'y a qu'à voir dans une cour d'école en plein hiver ce qui se passe, ainsi que dans un service de médecine aiguë gériatrique, pour se rendre compte que les virus à tropisme respiratoire, ils affectent principalement ces deux classes d'âge-là, ces deux catégories de la population, c'est-à-dire la population jeune, les pédiatriques, et la population plus âgée, la population gériatrique. Eh bien, ce n'est pas ce qu'on a sur ces répartitions, puisque ces populations-là, on voit bien que ce sont les populations les moins touchées dans la répartition. Alors, pour nos confrères bas de plafond, parce qu'il y en a beaucoup, on parle de répartition épidémiologique là, on ne parle pas de gravité. Ces données-là, c'est l'impact, la prévalence, l'incidence, la statistique du Covid dans une tranche d'âge. Ce n'est pas la gravité. Parce qu'évidemment qu'à 90 ans, quand on fait une infection respiratoire, Covid compris, c'est pas la même chose, c'est pas la même évolution, c'est pas la même gravité que quand on le fait à 20 ans. Ces données, ce sont des données de répartition d'une maladie dans une classe d'âge. Et là, on voit très bien qu'on a 3% de la population gériatrique et que donc la population gériatrique n'est pas trop touchée par la maladie Covid. Voilà. Ces données, nous, à l'époque, donc janvier-février 2020, elles nous étonnent parce qu'elles détonnent un petit peu. On se retrouve avec en fait une population qui ne devrait pas être spécialement touchée, puisque c'est une population qui normalement, c'est 20-79 ans, est la plus à même de se défendre, qui est ce qu'on appelle la plus immunoréactive. Et curieusement, c'est cette population-là qui est le plus touchée. Voilà. Donc ça, c'est le premier point qui nous interpelle, une répartition un petit peu étonnante et détonnante. Et puis la deuxième chose qui va nous interpeller, ça va être la clinique, la symptomatologie du Covid. Alors, le Covid, il était un petit peu particulier, enfin il est toujours un petit peu particulier, puisque grosso modo, le Covid, sur le plan clinique et sur le plan évolutif, ça va de tout à rien, ou de rien à tout. Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. C'est-à-dire qu'on a des cas asymptomatiques, en passant, et on va des cas asymptomatiques jusqu'au décès, en passant par la réanimation, des formes graves, des formes moins graves, des formes explosives, des formes plus abattardies. On a donc un panel, une hétérogénéité de présentation qui est très étonnante. Et puis des symptômes qui sont assez variés, qui rentrent dans le cadre parfaitement des tropismes respiratoires, mais voilà. Donc là, on a mis en avant les symptômes du Covid qui étaient connus en janvier-février 2020. Alors vous verrez qu'on a fait on les a séparés en deux, avec des symptômes qui étaient ceux officiellement connus en France. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on nous a beaucoup reproché, et on nous reproche encore, de tenir compte des données étrangères, puisqu'en janvier-février 2020, apparemment, il n'y avait qu'en France qu'on savait faire de la médecine et de la science. Donc on nous a dit qu'il faut tenir compte que des données françaises. L'étranger, ça compte pas, quelles que soient les équipes. Bon,
Voilà. Donc on va reprendre les données du Haut Conseil de santé publique avec la symptomatologie donnée à l'époque. Là, je crois que c'est un papier qui date de mars, où il regroupait ce qui était connu sur le Covid. Et puis on va l'amplifier quand même avec un petit peu les données décrites ultérieurement en France. Hein, on a quand même rattrapé le train en marche, mais qui étaient déjà décrites par pas mal d'équipes à l'étranger. Donc on les a un petit peu séparés un d'eux. Alors au passage, sans rentrer dans aucune polémique, pour ceux qui ont un peu l'habitude, euh, beaucoup de cette symptomatologie, on la retrouve maintenant sur des effets adverses de l'immunisation artificielle, la vaccination, pour ceux qui ne suivent pas. Euh, voilà, on verra un petit peu si c'est pas lié. Alors ça, c'est pas notre expertise, mais on pense que l'utilisation de la spike comme agent immunogène n'était peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue. Enfin bon, on en rediscutera certainement ultérieurement. Alors, pour en revenir à ce qu'on disait, la symptomatologie du Covid, donc, elle est étonnante. Pourquoi elle est étonnante? Parce qu'on la connaît un peu, on va le revoir. Mais aussi, l'évolution de la maladie est étonnante. Pourquoi elle est étonnante, cette évolution? Parce que, comme on l'a dit, ça va de tout à rien, mais surtout, ça a des caractères très hétérogènes et très explosifs. Hein. Et la symptomatologie clinique telle que décrite ici, on la connaît. Alors là, on va vous la présenter sur un diagramme qui date de 2007, avec une bonne partie des symptômes qu'on trouve dans le Covid qui sont sur ce diagramme de 2007. Alors évidemment que similitude ne fait pas homologie, que c'est parce qu'on a une similitude de symptomatologie qu'on va avoir fatalement la même maladie entre ce qu'on a là et le Covid, mais on a quand même une orientation quand on va faire la conjonction de ces différents éléments, c'est-à-dire que quand on prend sur le plan épidémiologique, que le Covid va atteindre la classe d'âge la plus immunoréactive, ces fameux 20-79 ans, qu'on a une évolution totalement imprévisible et très hétérogène de ce Covid, et puis qu'on a une symptomatologie clinique qui correspond à quelque chose qu'on connaît, notamment d'une amine biogène qui s'appelle l'histamine, on commence à avoir se dessiner une idée, hein, et on va alors avoir, nous, une idée et émettre une hypothèse, qui est que le SARS-CoV-2 pourrait agir sur la voie immuno-inflammatoire. Alors je vous rappelle qu'on est en janvier-février 2020, la fameuse tempête cytokinite, et c'est pas là, hein, et on n'y est pas encore. Ça va pas tarder, mais on n'y est pas encore. Donc, l'immuno-inflammation semble capitale au niveau de l'évolution du Covid, hein, et on verra que par la suite c'est effectivement vrai. Et puis que pour nous, l'histamine semble vraiment au centre de cette action. Et puis quand on raisonne un petit peu en immuno-inflammation et puis en histamine, on comprend un petit peu mieux l'hétérogénéité clinique qu'on observe, on comprend un petit peu mieux cette confusion qu'on avait autour du Covid, puisque le Covid c'est une pathologie qui, à l'époque, hein, et peut-être encore un peu maintenant, était difficile à cadrer sur le plan nosologique. C'est-à-dire que le cadre de la maladie, on avait du mal à le définir. On avait du mal à définir l'évolution. Hein. Alors il est vrai qu'en médecine, on a l'habitude de voir des gens qui ne vont pas réagir de la même façon dans une maladie, dans une même maladie. Il y a des variations hein, qui sont liées à chaque individu. Ça, on a l'habitude. Par contre, dans le Covid, c'était quand même très marqué. Hein. C'était très marqué parce que même si on a dans une maladie infectieuse, globalement, on a quand même une évolution qui est similaire pour tout le monde, avec des petites variations, des petites exceptions, mais enfin, grosso modo, on a un cadre évolutif qu'on connaît, qu'on maîtrise et qui est assez bien défini. Et on avait du mal à le définir dans le Covid. On ne savait pas trop si ça partait à J7, si c'était dangereux au premier jour, au troisième jour, si c'était les formes chroniques, si ça allait exploser au bout de 7 jours, au bout de 3 jours. On avait des gens qui arrivaient d'emblée dans des formes graves, d'autres qui ne passaient jamais en forme grave. On a des gens qui ont été en réanimation et qui sont décédés de Covid clinique avec aucune documentation sur le plan paraclinique, donc aucun virus retrouvé, hein, mais qui sont pourtant morts et étiquetés morts du Covid. Elle est vraie, hein, ce coup-là. Il y a peut-être eu des excès. Voilà. Donc on avait un cadre nosologique qui était très difficile à définir.
Donc, en 2020, février, janvier 2020, un cas nosologique difficile. Une théorie pour nous qui est de dire que c'est le système immuno-inflammatoire qui est en jeu et que l'histamine semble au centre, et qu'en gros le SARS-CoV-2 va agir comme une sorte d'agent infectieux allergène ubiquitaire. Alors on parle entre guillemets, on met du conditionnel, le SARS-CoV-2 agirait comme une sorte d'agent allergique infectieux. Mais on a quand même vraiment l'impression que le SARS-CoV-2 va déclencher quelque chose chez l'être humain, et que ce quelque chose va être très variable d'un individu à l'autre en fonction de plusieurs éléments. On y reviendra. Mais grosso modo, on a quand même l'impression que chaque individu va développer son propre Covid en termes d'évolutivité, de gravité, de symptomatologie, en fonction d'une sensibilité individuelle qui est à explorer. Donc de cette théorisation va naître certaines notions. La première, c'est que la prise en charge ne doit pas cibler le virus. Je vous rappelle qu'on est en janvier-février 2020 et que ce n'est pas vraiment dans les tablettes. On parle beaucoup d'antirétroviraux et d'antiviraux. Et pour nous, le ciblage du virus par un traitement n'est pas très opportun, en ce sens que, une fois que le virus va avoir un contact avec le malade, le contact hôte agent pathogène, malade virus, va déclencher toute une série d'éléments, selon la cascade immuno-inflammatoire, qui malheureusement conduira à la maladie, quoi qu'on fasse du virus derrière, qu'on l'amplifie, qu'on l'arrête ou pas. Deuxième élément, deuxième notion qui découle un peu de cette théorisation, c'est que le traitement du Covid, eh bien, puisqu'il suit, ce Covid suivrait la voie immuno-inflammatoire, la cascade immuno-inflammatoire, fatalement, le traitement du Covid va pouvoir répondre favorablement à plusieurs molécules, et on va ainsi définir ce qu'on a appelé une thérapie multiclasse à déploiement séquentiel, c'est-à-dire une utilisation de plusieurs classes thérapeutiques qu'on va pouvoir positionner à différents moments évolutifs de la maladie, en fonction de l'état du malade et en fonction de son avancement, entre guillemets, dans la cascade immuno-inflammatoire. Donc une thérapie multiclasse à déploiement séquentiel, on y reviendra un petit peu, même beaucoup, puisque c'est la base du traitement. Autre élément qui naît effectivement de cette théorisation, c'est que à virulence virale égale, les contacts multiples vont conduire à une augmentation de la sévérité. C'est-à-dire que plus vous allez faire de Covid, et plus ces Covid seront forts. C'est ce qu'on a vu, du reste, notamment dans les deux et trois premières vagues. Dans les deux, trois premières vagues, après, ça a été moins évident, parce que la virulence virale avait quand même beaucoup baissé. Mais sur une virulence virale équivalente, on remarquait quand même que les gens qui faisaient plusieurs Covid, ils aimaient moins bien le deuxième que le premier, en gros. Et puis, autre notion, c'est que, bien évidemment, puisqu'on a une cascade immuno-inflammatoire qui est déclenchée au comptage virus-hôte, au moment du contact entre l'hôte et l'agent pathogène, entre le malade, le futur malade, et le virus, plus on va agir tôt, plus on va bloquer cette cascade immuno-inflammatoire. Au Savoyard de notre État, on va prendre un exemple, la montagne. Si vous avez une pierre qui dégringole, il est beaucoup plus facile de l'arrêter en début de dégringolade qu'à la fin, et en plus, il y a beaucoup moins de dégâts au final. Et puis la dernière notion qui va venir un petit peu de cette théorisation, c'est que l'immunisation, donc l'obtention d'un vaccin efficace, n'est pas gagnée. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu et dit, le contact entre le virus et l'hôte suffit à déclencher la maladie. Alors qu'on arrête après le virus avec une immunisation, avec des anticorps qu'on a fait créer aux malades, soit très bien, mais la maladie est partie. Donc, pas gagné pour avoir un vaccin. Je vous rappelle que là, on est dans une théorie, dans une théorisation, une théorie qu'on a élaborée en janvier-février 2020. Voilà, donc de ces trois notions-là, une notion importante, donc, est cette fameuse thérapie multiclasse à déploiement séquentiel, puisque tout ce qui va pouvoir interagir, bloquer, diminuer, améliorer la cascade immuno-inflammatoire va venir s'opposer à l'emballement inflammatoire délétère, et puis donc selon le stade évolutif,
à déployer. On a plusieurs molécules qui peuvent être intéressantes. Donc, en premier lieu, et c'est celle-là que nous, on a choisi, cette classe thérapeutique, les antihistaminiques. Mais d'autres classes peuvent intervenir, comme les antileucotriennes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment les anti-COX-2, mais également les corticoïdes, les antipaludéens de synthèse, ou tout autre agent thérapeutique qui viendrait interagir, bloquer ou diminuer la réaction immuno-inflammatoire. Les anti-IL1, l'anakinra, les anti-IL6, le toxizumab, bref, qui vont venir bloquer. Alors ces deux agents, là, anti-IL1, anti-IL6, ils ont eu leur heure de gloire étatique et médiatique. Si tant est qu'il y a une différence entre la gloire étatique et médiatique en 2020-2022. Passons. Donc tout ce qui va venir bloquer la réaction immuno-inflammatoire a un intérêt potentiel dans la prise en charge du Covid. Voilà, donc janvier-février 2020, on émet, 2020, on émet cette hypothèse, et puis on essaye de la diffuser en disant, attendez, il faudrait peut-être regarder un peu l'immunoinflammation et l'histamine. Donc on essaye de communiquer cette hypothèse le plus largement possible, notamment nos contacts donc en France, et puis aussi à l'étranger, puisque on a un peu senti rapidement que la France elle nous avait laissé tomber. Donc on s'est d'emblée un petit peu tourné aussi vers l'étranger. On a contacté toutes les universités accessibles, tous les mails qu'on pouvait trouver. On a passé des heures au téléphone. Bon. Et puis on a eu des retours notamment de médecins généralistes, mais très peu de retours universitaires. Alors des retours qui étaient assez encourageants, notamment des confrères qui avaient trouvé l'idée séduisante et qui, face à l'absence de solutions thérapeutiques autres, à l'absence d'alternatives, se sont dit on ne risque pas grand-chose à essayer et qui nous ont fait retour d'efficacité qui semblait très encourageante. Alors, ces médecins, ils ont eu connaissance de notre idée, de notre théorisation, mais en aucun cas, ils ont travaillé avec nous ou on leur a demandé de faire. C'est vraiment leur propre exercice, leur propre décision de prescription hors AMM. AMM, c'est autorisation de mise sur marché. Donc hors AMM, puisque dans le Covid, il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas d'autorisation de mise sur marché, il n'y a toujours pas de traitement officiel, ce qu'on disait au départ. Donc c'est une prescription qu'on dit hors AMM. Donc ce retour terrain fera l'objet effectivement de la deuxième vidéo qui va être couplée à celle-ci pour des raisons techniques de longueur. On va maintenant donc présenter les retours des terrains qu'on a eus en faisant un petit aparté préalable, mais on verra ça dans quelques instants. Voilà, donc je vous dis à tout de suite sur la deuxième vidéo.